Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission présentée par la MRC d'Arthabasca en collaboration avec la télévision communautaire des Bois-Francs. La MRC d'Arthabasca a obtenu un support financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec dans le cadre de la légalisation sur le cannabis. Et sachez que cette émission n'a pas pour objectif de dire oui ou non à la consommation du cannabis, mais d'abord et avant tout de vous informer. Au cours de cette émission, vous entendrez différents intervenants du territoire de notre région venir vous renseigner en lien avec cette légalisation. Vous entendrez également des citoyens se prononcer et répondre à nos questions, sans oublier la présentation de capsules vidéo réalisées par la télévision communautaire des Bois-Francs. Il y a maintenant 3 ans, le gouvernement du Canada a adopté une loi sur le cannabis. Le gouvernement du Québec a également adopté une législation qui porte sur l'encadrement du cannabis. Nous allons en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. D'ailleurs, parmi les thèmes mentionnés ou présentés aujourd'hui, il y aura la question de la santé et le cannabis, la dépendance au cannabis. Également, des représentants des organismes du milieu viendront vous expliquer les services qu'ils offrent sur le territoire. Mais d'entrée de jeu, allons-y avec cette loi, la loi québécoise notamment, qui a été modifiée en novembre 2019 et les règles qui y sont inscrites sont maintenant appliquées. Sans plus tarder, voici une première capsule vidéo. J'ai appris 2-3 trucs ces derniers temps. C'est de l'info qui pourrait vous sauver, là, au moins un ticket. Seules les personnes de 21 ans et plus peuvent posséder ou acheter du cannabis. Tu peux pas avoir plus que 30 grammes sur toi quand t'es pas chez toi. Mais on va se le dire, là, 30 grammes, c'est quand même pas mal. Là. Quand t'es chez toi, c'est 150 grammes maximum. Ça peut pas être sur une plante. Tu peux pas le faire pousser ou sécher. Puis il faut être à jeun pour conduire. En sérieux, tu peux même pas conduire un bicycle. Puis oubliez pas, faire de l'exercice, c'est une très bonne alternative à fumer du weed. Alors voici, nous nous retrouvons avec un premier invité. Il s'agit de M. Daniel Blackburn, propriétaire et fondateur de Vermédic. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, M. Gardner. M. Blackburn, Vermédic, on le voit ici à Victoriaville, dans la MRC d'Arthabasca. Qu'est-ce que Vermédic pour les gens? Bien, Vermédic, on est une clinique de consultants en cannabis médical. Donc, notre tâche est d'accompagner les gens, les patients, dans leur démarche administrative pour l'obtention d'une prescription de cannabis médical et un droit de culture pour leur propre cannabis médical s'ils sont intéressés à le cultiver eux-mêmes. Et ce qui veut dire qu'un simple citoyen qui se pose des questions par rapport au cannabis, ouais. C'est une personne qui a des problèmes de santé, ouais. Est-ce qu'ils peuvent se présenter directement à votre clinique? Oui, exactement. Nous, on est ici au 600 Jutra à Victoriaville et puis on est ouvert toute la semaine. Ils peuvent se présenter. On fait les consultations aussi, si nécessaire, par virtuel. Par téléphone, puis ils peuvent passer n'importe quand pour avoir de l'information. Puis on offre tous les services. J'aime bien dire, on est 100% cannabis, sauf le cannabis. Fait qu'on n'a pas le produit en tant que tel, parce qu'au niveau du cannabis médical, il n'y a pas de point de vente physique qui existe au Canada. Comme la SQDC, ça n'existe pas pour le cannabis médical. Le cannabis médical doit être commandé sur Internet chez un producteur agréé. Fait que nous, on offre tous les services connexes autour du cannabis médical, soit l'obtention de votre prescription, les équipements de culture, les équipements d'extraction, on a des produits de chanvre, on a aussi tous les accessoires pour consommer votre cannabis, parce qu'aujourd'hui, il est possible de consommer votre cannabis sans le fumer, sans fumer un joint. Vous pouvez avoir un vaporisateur qui fait vaporiser les cannabinoïdes et puis il n'y a pas de combustion, donc c'est pas dommageable pour les poumons, pour le système cardio-respiratoire. Fait que ces équipements-là, on a tout ça.
On a des formations aussi. Et puis, on a aussi, on est fiers, on a du weed art, on a un mur galerie, puis on a des œuvres d'art en lien avec le cannabis aussi. Donc, c'est complet, sauf le cannabis. Au début de l'émission, on a parlé évidemment de la loi Ouais. qui existe depuis maintenant une couple d'années, 3 ans pour être précis. Au niveau récréatif, c'est 3 ans. Au niveau récréatif. Et il y a évidemment des règles que la population doit connaître. Quelles sont les règles principales que tout citoyen doit connaître? Le principal au niveau du récréatif, parce que le cannabis, c'est un peu spécial. Il est réglementé autant par le fédéral que par le provincial. Le cannabis médical est fédéral, le cannabis récréatif est provincial. Puis les lois, bien, ils sont pas coordonnés. Ça se ressemble pas, finalement. Fait que au niveau provincial, au niveau récréatif, on a le droit de posséder 30 grammes de cannabis séché sur soi dans un lieu public, 150 grammes à la maison, dans l'ensemble de vos résidences. Donc, si vous avez un chalet puis une maison, bien, c'est 150 grammes total, pas 150 grammes par adresse. Et si vous êtes 3 colocataires, c'est 150 grammes total. Ça ne s'additionne pas. Et l'âge minimal? 21 ans pour le cannabis récréatif, 18 ans pour le cannabis médical. D'accord. Il y a d'autres règles qui s'appliquent. Par exemple, dans un parc, les règles peuvent être différentes d'une municipalité à une autre? Bien, maintenant, non. Au début de la légalisation, vous avez raison, mais le gouvernement est venu légiférer pour que ça soit... Parce que là, on a au-dessus de 1100 municipalités au Québec. Ça faisait 1100 réglementations. Donc, c'était à peu près impossible de savoir, tu changes de ville, tu marches sur le trottoir, la ville change, puis la réglementation change. Fait que le gouvernement a voulu uniformiser, puis ils ont uniformisé ça de façon assez radicale. C'est interdit partout. Fait que c'est interdit de fumer dans un parc, dans la rue, sur un trottoir. À bord d'un véhicule? À bord d'un véhicule. Donc, ce qui vous reste, c'est à la maison. D'accord. Il y a des conséquences, évidemment, à ne pas respecter les règles de la loi. Oui, parce que là, le cannabis a été déjudiciarisé. C'est plus un acte criminel, c'est pénal. Donc, maintenant, c'est des amendes. Fait que un mineur en bas de 21 ans qui consomme du cannabis est assujetti à une amende de 100 $. Si vous cultivez une plante, vous êtes en possession d'une plante de cannabis, c'est de 250 à 750 $ d'amende. Et puis, si vous voulez vous faire un cannabistro, genre un lieu comme un lieu de rassemblement où on pourrait consommer du cannabis, là, c'est de 1000 à 50 000 $ d'amende si vous faites un genre d'endroit comme ça. Puis les amendes en récidive peuvent, dans certains cas, peuvent être doublées aussi. Et évidemment, il y a lieu de trouver toute cette information-là et autres informations sur la loi, j'imagine. Non seulement sur le web, mais il y a des organisations aussi qui peuvent répondre. Mais nous, chez Vermédic, on répond, je vous dirais, quotidiennement aux questionnements des gens parce que il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté où les gens connaissent mal la loi. Puis je vous dirais, on répond à des praticiens de la santé, à la police, à des citoyens aussi. Fait que c'est vraiment l'ensemble des gens, je vous dirais, de la population qui est un petit peu mal équipée pour... la loi n'est pas très bien communiquée. Bien, mais elle est encore jeune aussi. Elle est encore oui, c'est ça, mais elle est disponible, la loi. Vous allez sur Santé Canada, tapez loi sur le cannabis, vous allez toute la trouver. C'est quand même assez simple sur le site de la SQD, c'est tout ça. Mais à un moment donné, comme juste un exemple, la possession, quand vous avez une prescription de cannabis médical, comparativement au récréatif. Le récréatif, c'est 30 grammes de possession sur soi en public. Au médical, c'est 150 grammes que vous avez le droit. Mais si vous êtes au Québec, vous avez le droit de 150 grammes au médical, plus le 30 grammes. Donc, c'est 180 grammes que vous avez le droit. On pourrait continuer comme ça encore longtemps, M. Blackburn. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été. Merci de l'invitation, puis surtout merci de faire ce genre d'émission-là pour essayer d'éduquer et faire de la prévention
au niveau du cannabis. Merci. Alors, merci. Et simplement vous indiquer que maintenant, on va poursuivre avec une seconde capsule et on vous revient tout de suite après. Regardez bien cette capsule qui va suivre. Un jeune sur 6 risque de développer un de ces problèmes-là. Alors aujourd'hui, on a des symptômes d'une dépression accompagnée d'une hausse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, et plus au nord, une baisse de la coordination et de la rapidité d'exécution, donc soyez prudents sur les routes. Ouais, je vous les souhaite pas, ceux-là. Mais là, si tu penses que t'es correct parce que t'as plus que 25 ans, ça risque que c'est un adulte sur 11 qui est à risque. Bon, si tu fumes du pot médical prescrit par un médecin, déjà là, c'est pas le même pot que le pot récréatif. Écoute, je ferai pas ma police. Si t'as l'âge puis que ça reste récréatif, fais quand même attention. Genre, fume pas dans un lieu clos ou dans un char avec des non-fumeurs, ça reste que c'est 50% plus de goudron que la cigarette. Sérieux. Fait qu'en gros, évite d'exposer tes chums à ta fumée secondaire. Alors, nous poursuivons maintenant avec Mme Caroline Dupré de l'organisme Haut Rivage. On va parler maintenant de santé. Madame Dupré, bonjour. Bonjour. Madame Dupré, on apprend depuis quelque temps, parce que c'est une notion que beaucoup de gens semblaient avoir oubliée. Je lisais justement il n'y a pas longtemps que ça fait 20 ans maintenant que le cannabis médical est comme reconnu au Canada. Alors, oui, il y a du cannabis pour consommation personnelle, mais il y a du cannabis médical également. Évidemment, pour toute substance, il y a un effet recherché chez les individus. Puis, dans le cas du cannabis médical, il y a le contexte où le médecin fait partie du processus de santé de l'individu, dépendamment de son contexte de santé, et pour qui l'usage de cannabis médicinal va être recommandé pour l'aider dans sa santé, que ce soit par rapport à des douleurs chroniques ou que ce soit par rapport à des effets secondaires de chimiothérapie, par exemple, que la personne va avoir. Puis, en même temps, ce processus de dialogue sur l'utilisation du cannabis en compagnie du médecin qui fait des recommandations. Donc, un peu comme toute médication, avec une posologie recommandée, aussi avec un dosage qui va soutenir la personne, adapté à sa réalité. C'est évident que tout ce contexte-là, où il y a des limites par rapport à la quantité, par rapport au type de cannabis, c'est-à-dire c'est un cannabis qui va avoir beaucoup moins de THC et beaucoup plus de CBD, c'est-à-dire qu'il va avoir un impact avec moins d'éléments psychoactifs qui pourraient avoir un impact sur la santé mentale. Donc, ce contexte-là est complètement différent que quelqu'un qui va s'auto-médicamenter, qui va choisir pour différents facteurs de consommer. Puis cette question-là est d'ailleurs intéressante. Pourquoi quelqu'un consomme n'importe quelle substance? C'est une recherche de bienfaits, c'est une recherche de fonction, ça a une fonction. Puis c'est à se questionner sur, c'est quoi la fonction de la consommation pour cette personne qui choisit de consommer du cannabis pour des raisons personnelles. Puis de voir, est-ce que ça y répond vraiment? En fonction de sa réalité, exact. Mais il y a évidemment des dangers de surconsommation lorsqu'on parle de consommation personnelle du cannabis. Alors, il y a quand même des expériences à l'appui, il y a des preuves à l'appui. Quels sont les principaux problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, qui peuvent subvenir quand quelqu'un vit une surconsommation? En fait, il y a le terme surconsommation, puis il y a aussi le terme consommation à risque. Donc, le Centre canadien qui a fait les recommandations sur l'usage à moindre risque de
cannabis a énuméré différentes recommandations, comme par exemple, la première qui pourrait nous venir en tête, c'est l'usage de cannabis avant la conduite automobile ou la conduite d'un véhicule, ou l'usage de machines pour les gens qui travaillent dans une entreprise ou à leur compte et qui utilisent des machines, des outils. Donc, l'effet du cannabis va durer pendant 6 heures ou plus. Donc, de se déplacer en véhicule pourrait causer des risques, étant donné que les fonctions cognitives sont altérées par la consommation de cannabis. Donc, la capacité d'avoir des réflexes, d'être aussi alerte qu'il est souhaité sur la route pour soi-même et pour les autres pourrait être un élément de facteur de risque à considérer. Puis d'ailleurs, pendant la pandémie, il y a eu des études qui ont démontré qu'il y a davantage de gens qui ont conduit sous les effets de facultés affaiblies par l'utilisation de cannabis. D'accord. Et la santé mentale peut être affectée aussi, là. Effectivement, donc la consommation à moindre risque, c'est une consommation occasionnelle qui est recommandée. Parce que sur la santé, ça peut avoir un impact au niveau d'une perte de motivation, perte d'intérêt. Ça a aussi un impact, évidemment, sur l'appétit, qui peut être pour certains néfaste, mais aussi les pertes cognitives ou les pertes de mémoire à court et moyen terme peuvent entrer en jeu. Donc, est-ce que ça fait en sorte que la personne, dans ses compétences, se trouve pas bon ou moins apte à réaliser ses tâches du quotidien, que ce soit de prendre soin des enfants ou réaliser son travail de façon satisfaisante. Donc, peu importe le contexte, ça peut effectivement avoir des impacts. Pour toute personne qui a un historique familial de santé mentale, il n'est pas du tout recommandé de consommer du cannabis, étant donné l'enjeu, parce qu'il peut y avoir là, des risques de psychose ou des risques d'effets sur la santé mentale qui soient insatisfaisants, là. Alors, pour les gens qui entourent ces personnes-là, il y a des signes là, qui peuvent indiquer qu'il y a un problème qui survient. Donc, il faut être attentif, il faut demeurer attentif. Il faut demeurer attentif, puis oui, pour les gens qui entourent, puis en même temps, pour la personne elle-même, à un moment donné, peut se questionner sur « Ah, est-ce que ma consommation est à risque? » Puis c'est quoi les questions à se poser? En fait, c'est « Est-ce que j'ai tendance à fumer ou à consommer seule? » Puis ça, c'est pour le cannabis, mais c'est aussi pour n'importe quelle substance. Est-ce que j'ai tendance à consommer seule? Est-ce que j'ai tendance à consommer dès le matin au réveil? Est-ce qu'à l'idée de ne pas consommer, je deviens anxieux ou anxieuse? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma consommation? Oui. Puis, est-ce que je remarque des impacts insatisfaisants autour de moi dans les différentes sphères de vie, que ce soit les sphères sociales, que ce soit au niveau du travail. Donc ça peut être des questions à se poser qui peuvent indiquer que la personne est en train de développer ou a développé un trouble d'usage de substances. Donc, c'est pas bien ou mal, c'est tout simplement que le risque de dépendance est là face à l'usage de la consommation de cannabis, puis avoir une consommation à moindre risque, même si les bienfaits recherchés, c'est l'impression de bien-être, l'impression de détente, l'impression d'être plus créatif ou d'avoir de meilleures idées. Peu importe c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que la personne se dit « Ah tiens, je vais consommer ». L'inhibition, par exemple, qui est aussi un bienfait recherché, mais si au bout de la ligne, les problématiques pèsent dans la balance, c'est là où c'est possible d'aller chercher de l'aide. Puis il y a des ressources pour ça, il y a des lignes d'écoute, il y a des intervenants qualifiés qui soutiennent les gens qui ont des questionnements. On va voir tout ça dans les prochaines minutes au cours de l'émission. Alors, merci infiniment, Mme Dupré. Ce fut également un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre notre émission, on a maintenant une nouvelle capsule vidéo à vous présenter qui, justement, va parler de dépendance. La voici.
Environ 30% des jeunes de 15 à 17 ans fument au moins une fois par année. Alors les jeunes qui fument, c'est plus une exception qu'une norme. Il y a mille et une raisons pour lesquelles tu commences à fumer. En gros, soit que t'es curieux, ou bien que c'est le fun. T'as du gros stress à gérer, ou bien tu passes un bout de rough. Puis là, ben, comme c'est le fun, puis que ça te change les idées, ben, tu vas vouloir commencer. Puis en prendre un petit peu plus. T'sais, fais juste essayer de spotter le pattern avant qu'il soit trop tard. Un consommateur de cannabis sur 10 fait face à un problème de dépendance. Chez ceux qui ont commencé à l'adolescence, 16% d'entre eux font face à cette dépendance-là. Savais-tu que dans le weed, il y a plus de 500 substances, dont le THC, le tétrahydrocannabinol. C'est ça qui amène les effets perturbateurs. En gros, c'est ça qui fesse quand tu fumes. C'est pas recommandé de mélanger ça avec de l'alcool ou bien des médicaments, avec des brownies, des biscuits ou bien du chocolat. Ça, c'est moins pire. Mais pour le reste, parle-en à ton médecin. Puis va faire de l'exercice. Tu vas voir, ça fait du bien. Alors pour poursuivre, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous un citoyen qui a vécu l'expérience de la consommation du cannabis, qui est en mesure de nous partager son expérience. On le remercie infiniment d'être avec nous. Steve. Bonjour Steve. Bonjour François. Steve, comment on arrive dans la vie à un moment donné à dire « ben j'ai le goût d'essayer, j'ai le goût de consommer une substance telle que le cannabis ». Personnellement, je vois 3 avenues. Il y a le côté récréatif, la recherche de plaisir, de bien-être, tout ce qui est loisir. Ensuite, la deuxième, je dirais, médicale, thérapeutique. Là, c'est combler d'autres sortes de besoins. Ça peut être de la difficulté à s'endormir le soir ou le stress, gérer le stress, ces choses-là. Ça peut être bon pour ça. Puis la troisième avenue, à mon avis, qui est la moins bonne, la plus risquée, ce serait pour oublier, noyer sa peine, la fuite, ces choses-là. Celle-là, c'est la plus risquée. OK. Et lorsque ça arrive à un individu, est-ce que ça peut être souvent l'influence de ce qu'il vit autour de lui, de son environnement, qui peut amener une personne à consommer? Oui, ça peut être une influence positive, avoir des gens qui ont du plaisir en prenant. Ou ça peut être aussi des difficultés de la vie, des embûches qui nous amènent dans la troisième avenue que je vous disais là, précédemment. Et pour toi, Steve, qui a vécu une expérience avec la consommation du cannabis, qu'est-ce qui est raisonnable dans la consommation et qu'est-ce qui ne l'est pas? La zone raisonnable, on le voit tout de suite parce qu'on va toujours trouver notre plaisir ou ce qu'on allait chercher, il va être présent. Lorsqu'on bascule là, dans l'excès, ça devient de plus en plus rare. Puis les symptômes négatifs, néfastes, ils deviennent beaucoup plus tangibles, plus perceptibles. On peut devenir une certaine lassitude, un manque d'énergie, avoir peut-être des symptômes même qui peuvent s'apparenter un peu à la dépression avec une consommation excessive. Là. On peut devenir... le moral prend beaucoup, va à la baisse. Est-ce que dans ton cas, Steve, c'est toi qui as réalisé que tu t'en allais vers un mur, que l'obstacle était majeur, ou si c'est quelqu'un autour de toi qui t'a, à un certain moment donné, fait prendre conscience de ce qui pourrait arriver, ce qui aurait pu arriver dans ta situation? Moi, j'ai comme traversé 2 des aléas. J'ai commencé par le récréatif et puis maintenant, je dirais que c'est plus thérapeutique. C'est pas la même sorte de consommation. Le récréatif, il faut que ce soit plutôt occasionnel, pour que ce soit vraiment... on a cherché le meilleur. Plus que ça va être espacé, mieux que ça va être. Quand on parle de thérapeutique, bien souvent, on va parler d'un dosage beaucoup plus parcimonieux, contrôlé. Pas sombrer dans l'excès. C'est pas long, parce que ça prend beaucoup d'énergie. C'est une substance qui gruge beaucoup d'énergie. Puis avoir du contrôle, ça prend de l'énergie, ça aide. Donc c'est comme une roue qui tourne. Si on embarque là-dedans, à un moment donné, ça devient plus difficile.
Moi, personnellement, j'ai toujours eu... j'ai été élevé avec une certaine notion d'autodiscipline. Donc, je m'observe, je m'écoute. Je le voyais là, dans mon rendement au travail, je n'étais pas satisfait, je commençais à manquer d'énergie, je commençais à penser à aller chercher des produits naturels là, qui nous donnent de l'énergie. Puis je me suis rendu compte que finalement, la batterie baissait toujours de plus en plus avec ça. Donc, d'avoir fait un bon sevrage, d'avoir arrêté complètement un certain temps pour recommencer à neuf, c'est ce qui m'a permis là, de garder le contrôle. Là. Ça doit prendre une certaine force de caractère pour y arriver. Bien sûr que faut déjà avoir un genre de personnalité qui est capable de gérer ses envies. Si on est le genre à céder à ses envies trop facilement, ça peut être dangereux là, de s'en aller avec des substances qui sont addictives, à mon avis. Question qui peut paraître difficile, à quel moment un individu devient dépendant, selon toi, à partir de l'expérience que tu as? Il va devenir, là, ce qui va développer plus la dépendance, c'est qu'à un moment donné, l'excès va amener qu'on n'aura plus de bien-être. Lorsqu'on n'en consomme pas, on a un sentiment, on n'est pas bien, on a des malaises. Puis là, il faut en prendre pour devenir normal, comme on dirait. Retrouver un certain retrouver une certaine d'esprit, normalité, mais on n'arrive plus au plaisir. Puis dans ces zones-là, là, ils deviennent presque inexistantes à la longue. Là. Les fous rires, ces choses-là, dans l'excès, ça disparaît assez rapidement. Là. Et aujourd'hui, Steve s'en sort bien. J'imagine qu'il y a un sentiment de fierté aussi qui doit t'accompagner dans cet état-là. Bien, c'est sûr que je suis fier de moi parce que je garde le contrôle. Donc, à chaque soir, que la journée s'est bien passée, on a une dose de fierté qui vient avec. C'est comme ça que tu as réussi, toi, à t'en sortir, là, vraiment. Oui, moi, c'était surtout là, à me regarder, m'observer, être à l'écoute de mon corps. C'est des choses là, que... C'est des habitudes qu'on développe, là, des fois, dans certaines autres zones de notre vie, d'autres aspects de notre vie, mais qui peuvent être très utiles là, dans ces cas-là. Merci beaucoup, Steve, d'avoir partagé avec nous cette expérience de vie et meilleur succès possible dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Alors là-dessus, nous allons poursuivre. Nous sommes allés questionner la population à partir de différents liens, différentes informations qui font suite à la légalisation du cannabis. Alors voici ce que monsieur, madame Delarue avait à répondre à nos questions. Est-ce qu'on peut consommer en conduisant un véhicule? Non. Jamais. Non. Non, faux. Ben, il y en a qui le font, là. Mais non, en général, non, là. Non. 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 Faux. Faux, on n'a pas le droit de conduire en état d'ébriété au volant. L'âge légal pour avoir le droit de fumer du cannabis, c'est 18 ans, vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Non, c'est 21 ans, à ce que je me rappelle. C'est pas 21? Moi, je dis que c'est 21. Faux, c'est 21 ans. Oui. Ben là, je pense que c'est 18 ans ici au Québec. 20 ans en Ontario. Je crois que c'est 18 ans, je pense. Faux. On va dire vrai. Oui, je crois. D'après ce que je sais, oui, la loi, c'est 18 ans, là. Je peux consommer du cannabis dans un parc public. Dépendamment des villes, mais faux, à Victoriaville. Ben non. 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 Tant que ça dérange personne. Non. Faux. Non. En cachette, oui, là. Non. En général, non. Non, sûrement pas. À moins qu'il n'y ait pas de règlement par rapport à ça, je ne penserais pas. Je pense que c'est faux. Est-ce que vous connaissez des organismes qui offrent des services auprès des gens qui ont des problèmes de surconsommation ici sur le territoire? Non, pas vraiment. Ben, il y a Don Rémy. Puis, je pense que c'est pas mal ça ici à Victo. Oui, à la place Rita Saint-Pierre, là, toxicomanie, ou il y a un acronyme, là, oui. Je ne me souviens pas du nom exactement, mais oui, il y a des ressources à la place Rita Saint-Pierre. Non.
Il y a les travailleurs de rue qui peuvent beaucoup aider, Répit Jeunesse en général. Sinon, j'ai pas d'idée pour l'instant de ce que je pourrais donner comme organisme. Il y a la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca qui est située sur le boulevard Laurier, Arthabasca. Le centre de réadaptation en dépendance Don Rémy, Action Toxicomanie, Répit Jeunesse, l'unité, c'est plus unité Don Rémy, Au Rivage à Plessis, d'autres partenaires là aussi qui vont travailler. D'après vous, quelles sont les conséquences sur la santé d'une personne qui consomme du cannabis? C'est comme l'alcoolisme. C'est qu'à un moment donné, tu deviens dépendant. Et puis, le cannabis, comme l'alcool, va te faire tomber à terre, comme on dit chez nous. Là, tu vas maigrir un peu, tu vas être mou. Et puis, à ce moment-là, moi, je trouve ça dommage. Chauffer gelé, d'après moi, c'est pas terrible non plus. T'as de la misère à avoir à 3 pieds en avant de toi, là, puis faut que tu chauffes un char à 50 000 à l'heure, mettons, c'est risqué un peu. Tendance à être lent, son cerveau, il fonctionne pas bien parce que c'est une drogue. Ça change le fonctionnement du système. Ça peut être n'importe quoi. Il peut devenir fou, il peut... Je veux dire, on semble être moins alerte, là. On semble être dans un état plus léger, là. C'est sûr que s'il y a des risques de maladie, il y a des possibilités que cette maladie-là se déclenche. Mais sinon, je crois pas qu'il y a tellement un grand risque sur la santé. La légende urbaine dit des pertes de mémoire, mauvaise concentration, mais sinon, c'est tout ce que je sais, là. On peut avoir les santé pulmonaires, santé physique, au niveau de la santé mentale, les risques au niveau des décompensations psychotiques, la schizophrénie par exemple, l'état dépressif, l'état anxieux. Puis là, après ça, tous les problèmes respiratoires et autres cancers qu'on va découvrir un moment donné à force d'études. Et à quel moment, selon vous, une personne devient dépendante à la consommation de cannabis? Je peux dire qu'une personne devient dépendante quand il commence par utiliser la drogue pour quelque chose parce qu'il utilise ça pour faire ça, en fait. Donc, il devient dépendant. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de dépendance au cannabis. C'est plus... ça va plus y aller avec la fréquence de la consommation, je crois, là. Je dirais plus comme ça. Il n'y a pas de dépendance physique ou qui a été encore prouvée. Donc, je crois pas qu'il y ait de dépendance tant que ça, là. Son mode de vie tourne autour de la consommation. Est-ce qu'elle doit changer ses habitudes de vie pour pouvoir entrer la consommation? Ou est-ce qu'elle va faire des changements dans sa vie, dans son milieu familial, milieu social, travail, quand ça les impacte sur ses habitudes de vie quotidienne, puis que ça lui empêche de fonctionner des fois sans cela. C'est quand elle a besoin, un besoin insatiable, là, qu'elle ne peut pas arrêter. Là. Quand elle a peur d'en manquer. Il y en a un, il va fumer ou il va boire pendant 2 ans, mais l'autre, au bout de 2 semaines, il tombe à terre. Ça appartient à chaque personne. Puis même les médecins ne le savent pas. À partir du moment que ça devient une nécessité ou pour fonctionner ou pour justement se mettre dans un état comme ça, je pense qu'on développe un trouble de dépendance à ce moment-là. Ça doit être après 3-4 coups. Là, ça dépend du trip que tu fais. Si tu fais un mauvais trip, là, tu n'aimeras pas ça, mais si tu aimes ça, là, ils vont continuer, c'est sûr. Que ça devient régulier, je crois. Il n'y a pas vraiment de limite que je peux dire, c'est différent pour chaque personne. Ouais, quand c'est problématique, là. Ouais, que ça t'empêche d'aller travailler, ça t'empêche de fonctionner, que ça t'empêche de voir des gens, que ça te cause de l'anxiété. Je pense que ça devient problématique, mais encore là, c'est seulement quand la personne elle sent qu'elle a un problème que le problème est là. Si tu commences à te questionner sur ta consommation, que tu es juste à bout, que tu t'inquiètes pour quelqu'un puis que tu aimerais l'aider, mais tu sais pas quoi faire ou par où commencer, il y a du monde qui peuvent t'aider. Tu peux appeler à Info Sociale au 811 si tu en as besoin. Sinon,
Non, il y a une ligne de référence sur la drogue où tu peux poser tes questions. Puis il n'y en a pas des questions niaiseuses. Sinon, il y a tout ce monde-là. Gêne-toi pas pour demander de l'aide. Alors, suite à la présentation de cette dernière capsule vidéo qui vous a présenté une liste d'organismes sur le territoire qui peuvent vous aider, allons-y un petit peu plus en profondeur avec des invités qui ont pris le temps d'être avec nous. Je débute avec Mme Caroline Dupré. Bonjour, Mme Dupré. Bonjour. De l'organisme Haut Rivage. Parlez-nous un petit peu de Haut Rivage. Certainement. Alors, Haut Rivage, c'est peut-être un nom nouveau pour la population, étant donné que anciennement, ça s'appelait Unité Domrémy de Plessisville. C'est un organisme à but non lucratif qui est présent à Plessisville depuis plus de 40 ans. Et puis maintenant, le nom Haut Rivage, c'est celui que porte l'organisme pour offrir des services à la population des adultes, donc de 18 ans et plus, sur le territoire de l'Érable et Arthabasca. Alors, même si le siège social, si on peut dire, est à Plessisville, vous couvrez les deux MRC. C'est exact. Puis nous soutenons les gens qui ont besoin de soutien, qui ont envie d'être accompagnés pour la promotion des saines habitudes de vie, quelles qu'elles soient, et pour développer davantage d'outils face à une problématique de dépendance. Peu importe quelle substance ou quelle consommation est en jeu. Puis donc, on est là pour la prévention des dépendances. Alors, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des gens qui se présentent à vous ou des gens qui ont été référés par d'autres intervenants? Il y a de tout cela. Il y a à la fois des organismes qui nous réfèrent des personnes usagères. Il y a des gens qui nous appellent, qui se présentent sur place pour faire une demande de service, qui viennent tout simplement participer aux ateliers qui ont lieu soit en ligne ou en présentiel dans notre milieu de vie. Puis il y a des gens qui choisissent d'avoir un accompagnement individuel pour avoir du soutien et s'outiller pour traverser ces bouts-là où ils veulent vivre des changements, mais ils ne savent pas par où commencer, par quel bout prendre ça, qui voient davantage le problème plutôt que les solutions qui sont là autour d'eux. Alors, vous pouvez y aller de façon individuelle, ce que j'entends, ou de façon collective, aussi par groupe. Oui, les ateliers qui sont offerts au milieu de vie et en ligne, c'est dans le fond pour permettre aux gens de développer leur facteur de protection, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire en sorte que je vis davantage de bien-être, d'équilibre dans ma vie, que ça soit quelqu'un qui vit de l'anxiété au quotidien puis qui voudrait avoir plus de confiance en soi pour développer sa capacité à s'exprimer, à identifier ses besoins puis à mieux y répondre de façon plus saine. Comment vivre davantage de bienveillance avec soi-même. Il y a des ateliers sur des thématiques comme l'autocompassion qui va soutenir les gens face, entre autres, au maintien de la sobriété, c'est-à-dire pour les gens qui ont déjà parcouru un bout de chemin puis qui ont besoin d'aide puis d'accompagnement pour maintenir ce choix d'être sobre et qui vont développer des outils comme l'autocompassion. Donc, il y a différentes thématiques qui vont rejoindre les gens dans leur réalité pour qu'au quotidien, ils se sentent plus outillés et confiants. Ça veut dire que vous avez une belle équipe de professionnels là, avec vous là, chez Haut Rivage. Nous sommes une petite équipe, donc 2 intervenants. Dans le fond, moi, je suis la responsable de l'intervention et adjointe à l'administration. Il y a la directrice qui est aussi dans l'équipe et un intervenant psychosocial. Là. Donc, pour l'instant, nous sommes une nouvelle équipe avec l'organisme qui a changé de nom depuis octobre dernier. Et vous me disiez il y a quelques minutes que vous êtes à réfléchir à des développements pour augmenter les services ou bonifier les services existants? Oui, tout à fait. C'est évident que nous avons comme vision de développer les services pour rejoindre encore plus de gens sur le territoire, puis mieux répondre aux besoins qui sont là. Puis en même temps, c'est sûr que pour nous aussi, c'est un processus pour lequel il y a des étapes, mais nous avons cette vision-là
de mieux répondre aux besoins. Alors, un citoyen, une citoyenne qui connaît quelqu'un qui a des problèmes peut aussi communiquer avec vous. Ce n'est pas nécessairement juste la personne qui vit une situation difficile qui peut vous interpeller. Effectivement, parce que si, par exemple, une personne a un conjoint ou une conjointe qui consomme, qui a des habitudes de consommation qui peuvent être à risque et qui ont des impacts sur leurs interrelations, assurément que cette personne-là peut avoir besoin d'écoute dans un contexte de confidentialité et dans un contexte professionnel aussi, parce qu'il peut y avoir des inquiétudes, de la méconnaissance, un manque d'information puis de connaissances par rapport à ça. Donc oui, c'est possible pour les proches aussi que ça soit n'importe quel membre de la famille ou ami pour qui les habitudes de consommation nous préoccupent, que les gens peuvent nous contacter. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à retenir pour vous rejoindre? Certainement, c'est le 819-362-8646. Donc, c'est la ligne d'intervention pour rejoindre l'organisme Au Rivage. Les appels sont pris entre 9h et 16h du lundi au vendredi. C'est aussi possible de laisser un message, puis un intervenant psychosocial vous retourne l'appel pour les gens qui ont besoin d'écoute, de soutien et d'accompagnement. Merci beaucoup, Mme Dupré. Très intéressant pour toutes ces informations. On retient ça Au Rivage, donc qui couvre les territoires des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Autre invitée, Mme Marie-André Bergeron. Action Toxicomanie. Bonjour, Mme Bergeron. Bonjour. Action Toxicomanie, on l'entend parfois autour de nous, mais concrètement, quels sont les services que vous offrez? Bien, Action Toxicomanie est un organisme qui existe depuis 30 ans. On va fêter notre 30e anniversaire cet automne. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la promotion de la santé globale, donc autant physique que mentale, et surtout, je pourrais dire, la prévention des dépendances. Donc, notre clientèle qu'on rencontre le plus souvent est entre 10 et 30 ans. Nos services sont majoritairement offerts dans les écoles secondaires, où on est présent dans toutes les écoles secondaires de la MRC d'Arthabasca, de l'Érable, de Drummondville depuis quelques années, et on est en déploiement dès cet automne là, pour la Mauricie aussi. On fait des ateliers de sensibilisation à tous les niveaux, et ça dès la 5e année du primaire. Donc, on peut rencontrer les 5e, 6e années du primaire. Et ensuite de ça, au secondaire, c'est vraiment les ateliers de sensibilisation pour vraiment faire le développement de compétences auprès de nos jeunes, l'affirmation de soi, la gestion des émotions, la prise de décision, les choix éclairés, l'influence, tout ce que nos jeunes vont vivre selon justement leur stade développemental. On fait aussi du dépistage auprès de ces jeunes-là dans les écoles, mais aussi dans la communauté. Donc, quelqu'un qui ne va pas à l'école peut aussi nous appeler au bureau, puis on peut offrir aussi avec lui le dépistage et l'intervention. Comme on est un organisme en prévention des dépendances, on œuvre beaucoup en intervention précoce, donc avec les problèmes qui sont en émergence, avant que ça devienne une problématique. Lorsqu'on constate qu'il y a une problématique, bien, on va travailler avec nos partenaires du CIUS, du service en dépendance du CIUS, dont on va les référer, on va les accompagner, puis on va faire l'entretien motivationnel, là, si c'est un choix qui est un petit peu plus difficile pour ces jeunes-là, ou moins jeunes un peu, mais on offre vraiment tous ces services-là. On offre aussi la prévention de la rechute lorsque un processus a été entamé et qu'il y a eu un arrêt de consommation, puis peu importe la substance, que ce soit le cannabis, alcool, autres substances psychoactives, la nicotine, si on parle de vapotage, l'utilisation problématique d'Internet, des nouvelles technologies, c'est tous des sujets qu'on va aborder là, avec cette clientèle-là. Et j'imagine quand vous avez des gens qui interviennent auprès d'Action Toxicomanie, il y a des clientèles différentes. Est-ce qu'il y en a qui sont référés soit par les parents, soit par le CIUS, par exemple, ou que ce sont des jeunes ou des citoyens de moins de 30 ans qui communiquent directement avec vous? Bien, majoritairement, autant les jeunes que les adultes communiquent par eux-mêmes avec nous. Donc, ils nous ont vus des fois à l'école, en atelier, donc ils ont déjà vu notre visage, donc viennent nous voir. Mais c'est aussi beaucoup des références par le personnel enseignant, non enseignant dans les écoles, les parents.
le CIUS, oui, effectivement. Là, je pourrais dire tous les partenaires là, qui gravitent autour de ces gens-là peuvent référer. On offre aussi le service aux parents de ces jeunes-là là, qui pourraient avoir une problématique ou simplement des questions par rapport à la consommation en général, là, peuvent nous appeler aussi. J'imagine que vous n'êtes pas seul à Action Toxicomanie. Non! Il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe, oui, effectivement. Dans le fond, dans chaque école secondaire, il y a une intervenante qui est présente à raison de 1 à 4 jours semaine. Ici, sur le territoire, là, c'est 4 intervenantes qui se partagent les écoles secondaires. On a des intervenantes aussi qui sont dans les écoles primaires là, pour l'animation d'ateliers. On a un agent de développement pour le volet famille et communauté aussi, là, pour justement accompagner et soutenir les personnes qui gravitent autour de ces jeunes-là. Donc oui, c'est toute une belle équipe, la supervision clinique, la direction, bien entendu, et moi, responsable des services en milieu scolaire. 30 ans d'ancienneté ou d'existence, plutôt, ça veut dire beaucoup pour Action Toxicomanie. J'imagine qu'il y a beaucoup de services qui ont été rendus et beaucoup de jeunes aussi, et jeunes adultes qui ont obtenu des services d'Action Toxicomanie. Ça doit vous rendre fiers des réussites? Effectivement, c'est sûr qu'on les accompagne dans un cheminement. Bien souvent, l'adolescence n'est pas évidente, donc de les accompagner dans cette période de vie-là, c'est un plaisir pour nous de les voir aussi jeunes adultes, d'accompagner leurs parents. C'est quelque chose de très gratifiant puis de super intéressant là, pour notre souvent, organisme. on oublie de dire que oui, vous rendez des services, mais en même temps, ça vous aide vous aussi là, à améliorer vos services et à mieux comprendre les problématiques que l'on peut trouver dans la société. Là. Bien sûr, puis on essaie le plus possible de se coller aux meilleures pratiques en dépendance, donc de suivre aussi qu'est-ce qui se fait au Québec, qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut améliorer nos services pour mieux les rejoindre, ces jeunes-là qui veulent pas changent aussi avec les années. Donc oui, on essaie de se garder à jour là, dans tout ce qui est meilleure pratique justement pour offrir la meilleure prévention en dépendance. Alors, il y a sûrement beaucoup d'informations sur votre site web. Oui, effectivement. Donc, au www.actiontox.com, une multitude d'informations qu'on peut retrouver, autant pour les jeunes que pour les parents ou les membres de l'entourage. On offre des campagnes aussi nationales, là, des fois qui sont super intéressantes. Donc, oui, je vous invite à aller consulter ce site. Numéro de téléphone pour conclure? Oui, au 819-758-6574. Donc, nous aussi, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 4h. Donc, vous pouvez appeler pendant cette période, puis il y a quelqu'un qui va s'assurer de répondre. Madame Bergeron, merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Troisième invité maintenant, et non le moindre, on parle maintenant de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca. Donc, on accueille M. Benoît Prince. Bonjour, M. Prince. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bien sûr, il fait beau. Il fait très beau et j'ai failli vous appeler M. Benoît Lyon, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, on en parlera peut-être sur notre temps. Oui, c'est ça. M. Prince, parlez-nous de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca, qui, c'est pas nouveau, évidemment, un peu l'origine et les services que vous rendez. Bien, dans le fond, la maison de thérapie elle existe depuis plus de 8 ans maintenant. Elle est faite pour des hommes uniquement de 18 à 100 ans qui ont des problèmes de consommation, alcool, drogue, médicaments. Et c'est une thérapie qui dure entre 3 et 6 mois. Donc, les personnes qui viennent chez nous sont à l'interne, sont résidents, ils couchent là, ils dorment là, ils mangent là, pour une période qui dure entre 3 et 6 mois. C'est des gens qui ont eu des problèmes de consommation, bien entendu, et ou, en même temps, des problèmes de comportement souvent. Donc, on est là pour eux autres depuis plus de 8 ans, je vous l'ai dit tantôt. Et nous, ça fait environ 125 gars par année qu'on reçoit à la maison de thérapie. C'est quand même beaucoup. La clientèle, elle varie. 18 ans, là, le plus jeune que j'ai eu, 18 ans et 2 semaines. Et notre plus âgé, je dirais pas le plus vieux, le plus âgé, 78 ans. Ah, quand même? Quand même, oui, quand même, c'est ça. Fait que c'est ça, on est là pour essayer d'aider les gens le plus possible. Est-ce que ce sont des gens uniquement qui viennent du territoire de la MRC d'Arthabasca et MRC de l'Érable, ou vous avez aussi des gens qui habitent l'extérieur de la région? Oui, mais principalement les deux MRC, Arthabasca et Érable, mais aussi proches, là, genre, mettons, on va dans une ville, tu sais, un petit peu tout le tour, mettons, à une demi-heure. OK. Ça, c'est environ 70-75 %.
Après ça, il y a toujours des gens de l'extérieur. On en a aussi souvent que la Côte-Nord. On est connu depuis quelques années, on est reconnu assez grand. Et c'est connu que les gens qui ont des problèmes de consommation, souvent, vont préférer aller dans une autre ville pour couper. Puis d'une façon, c'est quand même bien, parce que quand ils sortent et qu'ils veulent rester s'établir ici, bien, ils s'établissent. Puis ils n'ont pas les anciens pantones, les anciens chums, les anciennes gangs qui vont les inciter à, malheureusement trop souvent, à retourner consommer. Donc, ils vont se rétablir ici, ils vont être plus safe. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à nos deux invités précédentes. Qui se retrouvent à la maison? Est-ce que ce sont des gens qui se présentent eux-mêmes, qui sont référés par le milieu, par des professionnels? On a vraiment de tout, nous autres aussi. Il y a beaucoup de gens qui appellent volontairement. Il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes vont appeler. J'ai souvent des madames qui vont appeler pour leur mari ou des parents qui vont appeler pour leurs enfants. De ce temps-là, avec la pandémie, c'est vraiment quelque chose, là, parce que dans les fêtes, les gens qui n'avaient pas vraiment de problème de consommation avec ou qui étaient juste consommateurs occasionnels sont devenus problématiques. On a aussi une page Facebook, les gens nous contactent souvent là-dessus. Souvent pour répondre à des questions, à savoir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Mais ça vient vraiment autant du système de santé, autant du niveau judiciaire, parce qu'on a aussi des prévenus. On a des gens, on ne parle pas de détenus, on parle de prévenus. C'est des gens qui sont retrouvés devant ce juge. Oh boy, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le contrôle, il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais me prendre en main. Et là, ils s'en viennent en thérapie. C'est ça vient d'à peu près partout. Parlez-nous un peu de votre équipe en place qui offre des services, qui accompagne ces gens-là. On est quand même rendu 15 personnes qui travaillent à temps plein, à part les occasionnels. 15 personnes, des intervenants, c'est sûr qu'on a une cuisinière qui travaille à temps plein, on a le personnel de réception, l'adjoint d'administration, mais principalement des intervenants et des intervenants de plancher, des gens qui vont accompagner sur le plancher. On a aussi maintenant une intervenante communautaire. On a parti un programme de préparation de la sortie. On fait beaucoup d'associations avec Répi Jeunesse, avec CJU, Centre Jeunesse Système Local, l'Emploi, en tout cas. Et beaucoup de travailleurs locaux parce que dans le fond, quand les gars finissent leur thérapie, ce qui est important, c'est de ne pas retomber dans les anciens pantones. Donc, on commence en eux. Soit que tu veux retourner à l'école, pas de problème, mais 2 mois avant la fin, on commence à préparer ça. Est-ce que tu veux retourner à l'école? Est-ce que tu veux retourner travailler? On va t'aider à trouver un logement? J'ai une intervenante qui fait ça maintenant à temps plein. Donc, vous accompagnez des gens chez vous dès leur arrivée jusqu'à un départ? Et même après. Même après? Même après, on est là, on répond au téléphone, on peut les recevoir. On essaie le plus possible de ne pas les lâcher tant qu'ils sont pas safe ou tant que les autres ne veulent pas nous lâcher, bien entendu. Intéressant. Bien, continuez votre beau travail. C'est important, évidemment, dans une communauté d'avoir ces services-là. Et comment on peut vous rejoindre? Un numéro de téléphone? Vous avez un site web également? On a tout ça. Le numéro de téléphone, le 819-357-7710. On a la page web www.mdtva.org. On a aussi la page Facebook, MDTVA, Maison de thérapie Victoriaville Arthabasca. J'ai une intervenante qui répond quand vous avez des questions. Des gens ça arrive souvent, les gens vont écrire la nuit. Aussitôt qu'on peut, on répond, ça se fait assez rapidement. Là. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Prince. Ça fut très agréable. Alors, on est déjà rendu à la fin de cette émission spéciale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, notamment préalablement à la présentation de cette émission, il y a un comité qui avait été mis sur pied il y a plusieurs mois. On a réfléchi ensemble avec différents intervenants du milieu sur comment on peut intervenir auprès de la population pour mieux faire connaître les services d'une part et aussi sensibiliser la population à la suite de la légalisation du cannabis, comme je vous le disais plus tôt, qui a maintenant 3 ans. Alors j'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Parce que j'ai pas le goût de me retrouver seule et d'avoir rien à faire. Parce que j'ai le goût d'avoir du plaisir, d'avoir des amis avec qui je peux triper et avec qui je peux me sentir bien. Parce que je veux pas inquiéter ou décevoir les gens que j'aime.
Parce que j'ai le goût d'être fière de moi et d'avoir l'estime des autres. C'est pour ça que moi, j'investis dans mes passions. Pas besoin de drogue pour être entourée. Avoir des amis. Et te sentir à ta place. Pour avoir l'estime des autres, ça prend d'abord l'estime de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'investir dans moi. C'est pour ça que je choisis d'investir dans moi. Si t'as peur de dire non, puis que tu dis oui juste pour pas décevoir les autres, La personne que tu vas décevoir, c'est toi. mais la personne que tu vas décevoir le plus, c'est toi. Parce que même si t'as l'impression que consommer peut être la solution à tes problèmes, Ça ne l'est pas. dis-toi que consommer est souvent la source de tes problèmes. L'important pour garder l'équilibre, c'est de te défouler, de te dépenser puis d'investir dans des activités qui ne mettront pas ta santé en péril. Alors, investis dans tes passions. Alors, investis dans tes passions. Ma passion à moi, c'est la danse. La tienne, c'est quoi? Me tenir en santé. La tienne, c'est quoi? C'est de faire rire les gens. Toi, c'est quoi? La tomate a créé il y a quelques années un très gros débat. Fruits ou légumes? Mais non, c'est pas un fruit, là. Franchement, je me fais des sandwichs avec ça puis j'en mets dans mes salades, là. Non, c'est pas sucré, c'est salé. C'est un légume. Non, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, la tomate, c'est un fruit puisqu'elle est le produit végétal qui succède une fleur et qui contient la graine de la plante qui l'a produit. Un peu comme les fraises, les pommes, les poires, aussi les melons, c'est beau. Et il y a la pêche qui peut également créer des conflits. Est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? Alors, la pêche, c'est un loisir, au même titre que les cartes puis le bolo. Il y a personne qui sue quand il va à la pêche, là. Tu sais, à moins que, là, quand ça fait 4 jours que t'es dans le bois sans te laver, il y en a qui puent, par exemple. Non, je suis désolée, mais la pêche, c'est un sport, parce que quand ça mord, là, j'en ai un! Là, il faut que tu t'assures d'être attentif au plus haut point pour pas perdre ta prise. Ça prend autant de concentration, de précision, puis de force qu'un lanceur de baseball, qu'un gardien de but au hockey, qu'un joueur de soccer. Je pense qu'on a compris le principe. Et finalement, ça, est-ce que c'est une danse ou un tic nerveux? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est définitivement un problème neurologique. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que peu importe que la tomate soit un fruit ou un légume, que la pêche soit un sport ou un loisir, ça change quoi? T'aimes-tu ça, les tomates? Ben oui. Ben mange-en. T'aimes-tu ça pêcher? Ben oui. Ben pêche. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et c'est la même chose avec un métier. Il faut que tu choisisses un métier qui fit avec tes goûts et ta personnalité. Tu vas quand même faire ce travail-là pendant environ 44 ans. Tu as intérêt à choisir quelque chose que t'aimes. Et non pas pour faire plaisir à tes parents ou encore pour répondre à des stéréotypes des années 50. Donc, si tu as le goût de devenir une foreuse de pluie, un coiffeur, une réparatrice de wagon ou encore un opérateur de machine à coudre industrielle, ben vas-y. N'oublie jamais que c'est pas ton métier qui te définit, c'est toi qui définis ton métier.